Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Emmanuel Macron défend son projet en matière d'agriculture. À 2 jours de l'ouverture du Salon international Porte de Versailles, le président a prononcé un discours devant 1000 jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Nous serons sur place dans cette édition. Gérard Larcher s'oppose aux ordonnances pour réformer la SNCF. Le président du Sénat dénonce un déni de démocratie parlementaire si l'option était retenue par l'exécutif, qui doit trancher lundi sur le sujet. On en débattra dans Sénat 360. Autre dossier transport où le gouvernement fait ses choix, le calendrier révisé du Grand Paris Express est désormais connu. La priorité est donnée aux lignes du nord de la capitale pour les Jeux Olympiques de 2024. Le plateau de Saclay devra lui attendre 2027 avant d'être relié au futur Supermétro. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui est à l'Élysée, Saveria Rojek en salle des conférences du Sénat et Quentin Calmet dans les tribunes de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Le chef de l'État a donc livré un long discours sur sa vision de l'avenir de l'agriculture française devant 1000 jeunes agriculteurs à l'Élysée. Avant de partir rejoindre Tam Tranui, présente sur place, je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de l'État. Et notre volonté, c'est bien de donner un avenir à l'agriculture française, et cette volonté, elle ne faiblira pas. Et cet avenir, il ne se construira ni dans la fermeture, ni dans le sacrifice de ce qui nous constitue et du choix de la qualité que nous avons fait, ni aussi dans les fausses promesses ou les faux engagements. Et je ne vous en tiendrai pas. Et on part tout de suite rejoindre Tam Tranui à l'Élysée. Tam, vous avez assisté au discours du chef de l'État et vous êtes actuellement avec un invité qui a entendu ce discours. Effectivement, avec Frédéric Arnoux, qui est le président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, tout simplement. Eh bien, qu'avez-vous pensé du discours du président de la République ? Écoutez, aujourd'hui, déjà quand je suis arrivé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'en sors avec un côté satisfait, un côté insatisfait, vraiment un avis assez mitigé parce que d'un côté, on entend de la cohérence sur un certain nombre de sujets comme tout l'accompagnement qu'il va mettre en place sur l'investissement, l'innovation, la diversification, ce sur quoi on manque en agriculture. Et d'un autre côté, moi je suis agriculteur en Île-de-France, dans les céréales. Et là, pour le coup, on n'entend jamais, depuis son début de sa mandature, jamais on entend parler de filière céréalière. Et aujourd'hui, on est dans l'explicatif. Où est-ce qu'on va, quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de 7 milliards d'euros sur la balance commerciale française ? Est-ce qu'on peut se passer de l'image de la baguette à la française, qui est une des valeurs de la gastronomie française ? Il y a une autre inquiétude qu'on a beaucoup entendue, notamment parmi les éleveurs de bœuf, de viande. Ce sont le fait qu'ils ne reculent pas sur le Mercosur. Alors sur le Mercosur, déjà j'aimerais juste rappeler que du coup toutes les filières sont concernées, il n'y a pas que la viande bovine, nous aussi avec le sucre notamment on est concernés. Aujourd'hui je pense que suite aux actions qu'on a pu mener hier notamment sur ce sujet, il a pris des engagements en disant qu'il mettra en place tous les contrôles possibles douaniers sur l'importation et sur le fait de rentrer des produits étrangers sur le sol européen et français. Moi ce qui m'interpelle c'est comment on peut mettre ça en action, comment aujourd'hui on peut aller contrôler des produits où on ne sait pas comment ça a été cultivé, on ne sait pas quels produits ont été mis dessus, on ne sait pas dans quelles conditions sociales ça a été fait. Donc quelle mise en action de tout ça, quoi. Est-ce que vous pensez que ce discours va tout de même améliorer les relations avec les agriculteurs ? On sait que certains s'attendent à ce qu'il soit très chahuté lors de sa visite qui s'annonce longue lors du Salon de l'agriculture samedi. Le problème, c'est pas que Emmanuel Macron. Le problème, c'est l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, on a du mal à faire confiance à nos politiques. On sent bien, et Emmanuel Macron le premier. On voit bien qu'il y a un an, il disait qu'il y aurait plus de surtransposition de normes européennes. Et aujourd'hui, l'exemple du glyphosate, dès la première sortie, il nous plante un poignard dans le dos. Donc, c'est compliqué de faire confiance aux politiques. Glyphosate avec l'histoire des 3 ans que voulait la France, et ça passe à 5 ans finalement pour l'autorisation ? Exactement. Et aujourd'hui, pour nous, clairement, on le ressent comme un poignard qu'on nous plante dans le dos. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un qui, dès la première occasion, nous plante un poignard dans le dos ? Voilà, moi, sur le papier, c'est bien ce qu'il dit. Franchement, c'est bien sur le papier. Mais comment ça se traduit sur nos fermes ?
comment ça se mettra en action et sous quel pas de temps aussi, quoi. Merci beaucoup Frédéric Arnaud pour votre réaction. Et merci beaucoup Tam. C'est un avertissement au gouvernement. Gérard Larcher n'acceptera pas une réforme à marche forcée sur l'avenir de la SNCF. Le président du Sénat estime que passer par ordonnance sur ce sujet n'est pas la solution. Le gouvernement doit trancher lundi, mais se garde toutes les options ouvertes. Jordan Klein. Contourner la procédure parlementaire pour gagner du temps. Après le Code du travail, les ordonnances pourraient être un scénario une nouvelle fois envisageable pour la réforme de la SNCF. Une option bien plus rapide qu'un projet de loi classique qui permettrait de court-circuiter un mouvement de grève dans la longueur. Et pour le justifier, le gouvernement invoquerait la date butoir imposée par Bruxelles sur la libéralisation du rail en décembre prochain. Sincèrement, je suis favorable à aller vite parce que le gouvernement, on a un constat. Vous l'avez prouvé sur la réforme du travail, donc pourquoi ne pas faire la même chose? Et moi, je vous dis, je n'exclus rien. Ensuite, il y a un Premier ministre oui, non, mais qui prend les décisions. Vous le savez, je vais attendre. Vous connaissez la décision. Mais non, parce que toute la semaine est en discussion avec les partenaires sociaux. Mais rassurez-vous, très vite. Très vite. Le Premier ministre s'exprimera sur ce sujet, donnera une méthode de travail et présentera le cadre avec lequel nous pourrons avancer. Mais n'ayons pas peur des ordonnances. Le gouvernement envisage tout de même que certaines propositions soient négociées directement au sein de l'entreprise. Mais au Sénat, une nouvelle utilisation des ordonnances ne passe pas. Ce matin, c'est Gérard Larcher qui s'insurge. Les ordonnances sont faites pour répondre à des situations particulières. Si le Parlement n'est pas sollicité pour débattre d'un sujet aussi important pour l'aménagement du territoire, il y aura un déni de respect de la démocratie parlementaire. Pour les syndicats, la crainte d'un passage en force est bel et bien réelle. Mais pour l'instant, le gouvernement botte en touche et renvoie aux annonces qu'il fera lundi prochain. Alors, ordonnance ou pas sur la réforme de la SNCF, évidemment au Sénat, le sujet fait débat. Et on va justement retrouver en salle des conférences Saveria Rojek qui se trouve avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Réformer la SNCF par ordonnance, c'est une possibilité, a confirmé Christophe Castaner ce matin. Votre réaction, c'est une déclaration de guerre ? Oui, enfin, ce qui est d'abord une déclaration de guerre, c'est la réforme de la SNCF telle elle semble esquissée par le rapport Spinetta. Bon, ce qui est clair, c'est que c'est soit une provocation inacceptable, soit une galéjade. Parce que on nous a fait le coup, on a besoin des ordonnances pour la loi travail, parce que c'était dans le programme. Bon, il a écrit nulle part le rapport Spinetta dans le programme d'Emmanuel Macron. Et ce serait un déni de démocratie. D'ailleurs, le président du Sénat a eu raison de rappeler que ce ne serait pas acceptable. Le sujet est beaucoup trop important. Justement, quand le président du Sénat, quand Gérard Larcher se porte garant du déni du respect de la démocratie parlementaire, il a raison. Il a raison, en tout cas, de dire que c'est inacceptable et il faudra se donner tous les moyens pour rendre impossible non seulement ce passage par des ordonnances, mais cette réforme qui va affaiblir considérablement l'aménagement du territoire dans notre pays, qui va accroître les pollutions, parce que la seule façon de réduire notre gaz à effet de serre, c'est un réseau de communication, notamment en développant le ferroviaire. Et troisièmement, c'est que les seules solutions que les libéraux ont au problème, c'est sans arrêt de démanteler les systèmes sociaux. Mais il n'y a rien à retenir du rapport Spinetta ? En tout cas, pas dans les solutions, dans le diagnostic, certainement. Moi, j'entendais, par exemple, mon collègue, un de nos collègues qui est vice-président du conseil régional des Landes, expliquer que toute une série de choses qui sont déjà dans ce rapport sont infirmées par les analyses récentes, parce que ce rapport, il compile des études qui sont passées. Par exemple, certaines voies, il y a très peu de gens sur la voie tant qu'elle n'est pas rénovée. Le conseil régional d'Aquitaine avait investi pour certaines lignes pour les rendre plus fréquentes, plus sûres, plus modernes et plus performantes. Il y a de nouveau une augmentation du trafic. Donc tout ça est quand même, au fond, avec une idéologie prédéterminée. Il faut nous faire passer par les fourches codines du démantèlement du service public. Pourtant, la situation aujourd'hui de l'entreprise, elle est alarmante. Il faut réformer la SNCF. Non, mais on nous dit toujours qu'il faut réformer. Quel est le problème de la SNCF ? Premièrement, c'est dette. C'est dette parce que la forme des investissements qui ont été faits n'ont pas été partagés par la puissance publique comme il le fallait. On a fait porter la charge sur la SNCF. Deuxièmement, il n'y a pas de plan stratégique de l'État, de la puissance publique en lien avec les régions sur comment on diffuse la présence de la SNCF sur tous les territoires. Je pense aussi d'ailleurs à la banlieue de la région parisienne.
parisienne. On va voir aujourd'hui les réponses sur le Grand Paris. On a besoin d'infrastructures modernisées, fortes, importantes. Donc l'État doit investir. Et maintenant, il doit trouver les ressources pour planifier cet investissement dans le temps. Et à force d'avoir toujours réduit l'investissement public, eh ben, on le fait porter sur les entreprises comme la SNCF et au bout du compte, on tue la SNCF au lieu de s'attaquer aux causes réelles. Très bien, merci beaucoup. On a compris le message, pas de passage en force. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Merci beaucoup, Saveria. Et on rejoint maintenant Quentin Calmet. Dans les tribunes de l'hémicycle, le Sénat va examiner la proposition de loi sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales. Quel est l'objectif de ce texte, Quentin ? Eh bien, Jérôme, le point de départ de cette proposition de loi du groupe RDSE, c'est un fait divers. En 2017, un homme tue sa femme alors qu'il avait été condamné pour violence conjugale, mais sa peine avait été aménagée avec le port d'un bracelet électronique. Le texte débattu aujourd'hui vise ainsi à rendre impossible les aménagements de peine pour certaines infractions commises à l'encontre de son conjoint. Les sénateurs RDSE qui rappellent que chaque année, 223 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint. Un texte qui s'inclut dans le débat plus général sur les violences sexuelles, mais qui n'a pas été adopté en commission. La majorité des sénateurs jugeant que ce texte est problématique juridiquement, voire contre-productif. Selon la rapporteure LR du texte, il rompt l'égalité des citoyens devant la loi et ne permet pas d'accompagner davantage les sorties sèches d'auteurs de ces crimes. Les sénateurs qui relèvent tout de même que ce débat est extrêmement sensible. Quant au débat sur les peines de prison, le Sénat doit plancher sur cette question via une mission d'information constituée la semaine dernière. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces explications et pour prolonger la discussion sur cette proposition de loi, on rejoint l'auteur de cette proposition, Françoise Laborde, qui se trouve aux côtés de Saveria Rojek. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Votre proposition de loi est donc examinée en ce moment même dans l'hémicycle. Que proposez-vous précisément dans ce texte ? Il y avait urgence ? Alors, il y avait urgence à l'instant T, oui et non. Il y a toujours urgence à parler de sujets comme les violences faites aux femmes, les violences conjugales dans leur ensemble, conjugales étant des conjointes, je dirais en tout genre. Et l'urgence, c'est le fait qu'il y a un problème d'application des peines et qui, pour moi, sont à revoir. Très bien, mais quel est le problème précisément ? Ces peines ne sont pas appliquées ? Alors, c'est dans le cadre de l'aménagement des peines, c'est-à-dire que vous avez un jugement avec de la prison ferme. Je ne parle pas de prison avec sursis, parce que sinon, ce n'est pas du tout dans cette règle. Et parfois, vous n'avez pas du tout de prison. Et je trouve que dans le cas de l'application des peines, dans le cadre de violence, on doit, à un moment, aller en prison. Qu'il y ait une réduction après, je le comprends. La peine carcérale est symbolique, vous le dites. Tout à fait, parce qu'elle est symbolique par rapport aux victimes et aux autres victimes qui ne feront peut-être pas ce parcours du combattant s'il n'y a pas, à la fin, une vraie punition pour les familles et pour les enfants. Parce qu'il y a des enfants. Et donc c'est ce que prévoit votre proposition de loi, une incarcération ? Tout à fait. C'est une incarcération si le jugement explicite parle de prison ferme. En novembre dernier, le président Emmanuel Macron avait annoncé un grand plan contre les violences faites aux femmes. Selon vous, est-ce que ce plan est suffisamment ambitieux ? Il y a eu plusieurs mesures qui ont été évoquées. Alors, au niveau des textes législatifs, nous avons beaucoup de choses. Et il suffirait, je dirais presque, de les appliquer. Donc le plan violence, c'est vraiment pour l'aide, je pense, au après ou au pendant. Parce que vous avez aussi des femmes qui sont sous emprise et qui retirent d'elles-mêmes leur plainte. Aujourd'hui, la justice n'a pas les moyens suffisants pour lutter contre ces violences ? Alors je crois qu'on les découvre de plus en plus, sûrement que la libération de la parole fait qu'il y en a peut-être de plus en plus. Très bien, merci beaucoup. Merci Françoise Laborde d'avoir répondu à la question. Merci. Si Saveria, et on retourne tout de suite dans la cour de l'Élysée, puisqu'après le discours du président de la République, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, s'exprime. Quotidien et depuis tôt le matin jusque tard dans la nuit. Certains nous ont confié que leurs inquiétudes demeurent, par exemple, sur la question du Mercosur.
Mais je crois que sur cette question, le président a été parfaitement clair. Il a rappelé la position française et c'est celle que nous défendons chaque jour. Ça aurait voulu dire qu'on dise non au Mercosur. Vous pensez que c'était absolument pas possible? Mais le président a été clair en rappelant de façon offensive comment on souhaitait défendre nos filières bovines, nos filières viticoles, nos filières animales, nos filières végétales. Et puis aussi sur ce que dans cet accord, dans ce projet d'accord, puisqu'il n'est pas encore signé, il pouvait y avoir aussi des choses intéressantes, notamment sur l'industrie automobile. Et donc autour de ça, il a été très clair dans le rappel de ce que nous défendons auprès de la Commission européenne, avec d'autres pays européens qui sont sur la même ligne que nous. Il n'y avait pas de politique agricole avant Macron? Il y avait une politique agricole, mais peut-être n'était-elle pas une priorité. Aujourd'hui, nous avons choisi d'en faire une priorité parce que l'agriculture, 3 fois par jour, les Françaises et les Français, ils mangent. Ils prennent un repas. Et 3 fois par jour, ils ont la capacité et la possibilité de valoriser notre agriculture française en consommant des produits de qualité. Parce qu'on mange minimum 3 fois par jour, que les Françaises et les Français sont attachés à l'agriculture et à l'alimentation, c'est une priorité pour le président de la République, pour le gouvernement et pour nous. Voilà. Merci à vous. J'ai la réunion sur les négociations commerciales qui nous attend. Voilà pour cette déclaration en direct du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Et justement, à 2 jours de l'ouverture du salon, on va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron devant les 1000 jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Le chef de l'État leur a assuré que le secteur est au cœur de son projet pour la France, mais qu'il devra évoluer. Héloïse Grégoire. Je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire. Ce sont les mots du chef de l'État qui s'est exprimé ce midi devant 1 millier de jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Un discours ferme, offensif à 48 heures de l'inauguration du Salon de l'agriculture. Alors que plusieurs mobilisations du monde agricole ont eu lieu notamment contre la carte des zones défavorisées, Emmanuel Macron a donc tenté de rassurer les agriculteurs. J'ai placé l'agriculture au cœur de l'action gouvernementale. Rappelez-vous les quinquennats précédents et dites-moi si vous avez eu des états généraux de l'alimentation aussi rapidement et des lois qui aillent vers une protection du juste prix payé par les exploitants agricoles. Je vous le demande très sincèrement. Moi, je ne m'en souviens pas. Et ce ne sont pas des promesses. C'est un travail collectif, engagé dès l'été, où je me suis personnellement engagé et qui va déboucher sur un texte législatif au printemps, comme je m'y étais engagé. Plusieurs sujets épineux ont été mis sur la table, notamment la question du Mercosur, ce projet de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud qui inquiète une grande partie du secteur agricole. Le chef de l'État a voulu mettre un terme à de nombreuses contre-vérités en rappelant ses engagements. Et c'est ma volonté d'appliquer ce sur quoi je me suis engagé, et vous avez noté que quand je m'engageais, je faisais, d'avoir une vraie Europe qui protège l'alimentation, nos conditions sanitaires et environnementales. Et les ministres ici l'ont défendu dans les forums où ils représentent le pays. Emmanuel Macron a également annoncé un dispositif d'1 milliard d'euros de prêts garantis pour les jeunes agriculteurs. Le chef de l'État a tenté de déminer le terrain avant sa visite au Salon de l'agriculture samedi prochain, qui s'annonce sous haute tension. L'agriculture française et son avenir, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Jean-Claude Tissot, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Loire. Daniel Gremillet, sénateur Les Républicains des Vosges. Bonjour. Christophe Robin, producteur de céréales, éleveur de volailles et membre des jeunes agriculteurs, ceux à qui était destiné ce discours d'Emmanuel Macron. Et enfin, Olivier Allemand, journaliste spécialisé agriculture et territoire. Bonjour messieurs. Alors, vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron. Christophe Robin, ce discours, il vous était destiné. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, j'ai le sentiment que M. Macron maîtrise toujours aussi bien sa communication. Donc, a priori, il aborde les sujets que l'on attendait et il répond à nos attentes. Maintenant, on va voir comment ça va se mettre en application et comment ça va se dérouler, avec quand même des inquiétudes sur les parties écologiques notamment. Va falloir que ce soit éclairci dans les jours à venir, quoi. Jean-Claude Tissot,
On a entendu un long discours, plus long qu'attendu. Il a développé sa vision de la politique agricole. Est-ce que vous avez été convaincu par les annonces du chef de l'État ? Non, je rejoins mon voisin qui dit il maîtrise bien la communication, en effet. Et je reprendrai juste ces termes quand il dit « je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire ». Mais on attend qu'il fasse. Parce qu'aujourd'hui, même au lendemain des EGA, les actions des États généraux de l'alimentation, on attend encore le résultat de ces États généraux. Moi, ce que j'attends, c'est, et ce qu'on constate, ce sont les actions prises déjà par le gouvernement et les répercussions qu'on a sur nos fermes, sur les fermes de la France. Et aujourd'hui, les actions prises sont plutôt inquiétantes. Daniel Grémillet, même inquiétude partagée ? C'est pas d'inquiétude. Je crois que quand le président explique tout simplement que c'est la première fois que le gouvernement et que le président de la République organisent des États généraux, il a une mémoire courte parce que moi-même étant acteur de l'agriculture depuis un certain nombre d'années, m'étant installé à l'âge de 24 ans, j'ai connu les assises du développement. C'est au moins la 5e fois qu'un gouvernement prend cette initiative. Mon propos n'est pas de reprocher, mon propos c'est de faire. Effectivement, il y a aujourd'hui une belle page de communication, mais on est devant des rendez-vous. Le rendez-vous c'est cette semaine, à la fin de cette semaine, quelle va être la position de la France qui a toujours été en pointe sur le budget de l'Europe, sur la volonté et l'ambition européenne. Le deuxième sujet qui est aussi d'actualité, c'est les négociations avec le Mercosur. On a eu hier le débat au Sénat sur les accords bilatéraux entre l'Europe, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est des vrais sujets. On ne peut pas d'un côté expliquer aux agriculteurs qu'on va prendre une politique en leur faveur et puis de l'autre côté être en train de négocier et effectivement les mettre dans une situation de distorsion de concurrence. Olivier Allemand, le chef de l'État, il a été assez dur sur ce qui avait été fait avant lui en matière agricole. Le début de son discours, il a dit qu'il y a aussi une part de responsabilité que vous avez, vous, les agriculteurs, vos représentants, les organisations syndicales, les coopératives. Non, mais clairement. Il a voulu effectivement... comme il le fait d'ailleurs souvent sur d'autres sujets, vraiment exprimer une césure avec ce qui se faisait avant avec d'ailleurs les anciens politiques. Il a aussi, là aussi renvoyé les anciens présidents sur leurs choix et sur leurs politiques agricoles, mais aussi effectivement sur les interprofessions, sur les coopératives, qu'il a quand même à un moment donné, il a laissé sous-entendre très très clairement que finalement, le statu quo de la situation les a rangés, eux, financièrement, en tant que structure de coopérative. Donc derrière, il y a quand même la volonté de réinventer un modèle agricole, de réinventer un modèle qui sécurise le producteur, le transformateur, pour pouvoir être un réel poids vis-à-vis des distributeurs. Et il parle de réorganisation à tous azimuts. Il a parlé aussi d'une réorganisation de la SAFER. Dans la SAFER, c'est-à-dire le portage des terres agricoles. Donc là aussi, c'est quand même des choix qui sont très très importants. On va évidemment continuer à débattre de ce sujet, mais avant, on va repasser par la cour de l'Élysée, puisque Tam Tranui, vous avez pu vous entretenir avec les agriculteurs qui ont écouté le chef de l'État. Quelles sont leurs impressions, Tam ? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu des réactions plutôt contrastées dans cette cour à l'issue du discours du président de la République. Un discours dont la tonalité directe a été constatée par la plupart des personnes qui y assistaient, qui a plu à plusieurs agriculteurs à qui nous avons pu parler, qui ont salué son expression franche et son bon diagnostic. C'est le cas de Maxime Guérino, qui est éleveur de volailles. On l'écoute. Le rendez-vous avec M. Macron, très bonne réaction. On voit que c'est quelqu'un qui a eu une bonne analyse de la situation. On voit qu'il y a un problème de filière et qu'il en est conscient. Maintenant, voir un petit peu comment est-ce qu'il va résoudre tous ces problèmes d'acteurs. Entre autres, les gros distributeurs ou les personnes qui gagnent pas mal d'argent autour de nous. Maintenant, voilà. On est content d'avoir une personne comme lui qui a vu ces problèmes-là, quoi. Malgré cela, malgré ce ton très direct et malgré le caractère très accueillant de cette entrevue, Emmanuel Macron n'a pas convaincu tout le monde, notamment sur le fond, sur la question du Mercosur, cet accord de libre-échange qui inquiète beaucoup d'éleveurs, notamment d'éleveurs de bœuf, de viande. Beaucoup d'agriculteurs, on le sait, ont manifesté hier pour dire leur opposition. Et tout à l'heure, on a pu également entendre un éleveur de vaches, un producteur de lait et de fromage qui nous a confié que là-dessus, il n'était pas du tout convaincu. Il nous a réconforté à peu près un peu sur la viande.
Nous, ce qui nous inquiétait le plus, moi personnellement, c'était la qualité de la viande qui allait être importée. On nous a réconforté en nous disant qu'ils allaient faire attention, et puis les consommateurs avaient le choix surtout de faire attention à ne pas acheter cette viande. Et donc voilà, maintenant, on espère. Enfin, certaines autres personnes que nous avons pu interroger ont estimé que le discours d'Emmanuel Macron bien restait de belles paroles et que eux continuent à attendre les actes. Certains nous ont confié leurs difficultés personnelles, nous disant notamment qu'ils avaient pu constater bien la dégradation de leurs conditions d'une génération à l'autre d'agriculteurs. Écoutez. Tout ce qu'on entend aux infos, tout ce qu'il dit, faut que ça réagisse. Faut que ça réagisse. Voilà, les coûts de production ont augmenté. On reprend il y a 30 ans. Mes parents exploitaient, ils vendaient de la viande, ils vendaient du lait. Ils vendaient le même prix que cette année, qu'en 2018. 30 ans. Sauf que les coûts de production étaient 5-6 fois moins élevés. Bref, malgré cette opération séduction à l'égard de près de 1000 agriculteurs aujourd'hui, eh bien, il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ne soit pas chahuté lors de cette visite qui s'annonce longue samedi au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup Tam. Olivier Allemand, justement, quel accueil on peut attendre d'Emmanuel Macron? Il va passer toute la journée, samedi, sur le salon. Il sera là dès 6h45. Non, dès 6h45, il a prévu 11h à son agenda. Donc, preuve en est qu'il veut effectivement travailler, en tout cas la proximité avec ce monde agricole-là. Il va commencer d'ailleurs par le hall 4, ce qui est assez spécifique. Ça veut dire qu'il va d'abord commencer par les organisations, notamment les organisations syndicales, les chambres d'agriculture ou les interprofessions, avant d'aller voir les agriculteurs eux-mêmes. Là aussi, c'est un changement par rapport à ses prédécesseurs. Ça veut dire réellement qu'il attend aussi de ces organisations-là qu'elles prennent leur part dans ce vaste chantier de transformation qu'il appelle de ses voeux. Christophe Robin, il y a quand même des annonces qui peut-être vous ont rassuré. 1 milliard supplémentaire de prêts garantis aux jeunes agriculteurs, on le sait, qui ont du mal à s'installer, à démarrer. Oui, c'est des annonces. Ça peut rassurer la profession. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra les mettre en place. Il faut voir après dans le temps et comment ça va s'interagir. Mais voilà, on accueillera M. Macron au salon en tout cas. Et quel accueil vous allez lui réserver ? Je pense que, je pensais pas qu'on aurait autant d'annonces aujourd'hui quand même. Voilà, mais je pense que la base elle est toujours aussi inquiète et il va falloir mettre tout ça en œuvre et en musique rapidement. Donc je pense qu'il y aura des attentes fortes au salon. Ouais. Jean-Claude Tissot, justement, il y a eu une vraie vision agricole d'avenir. Au moins, il a tracé une perspective, le chef de l'État, pour le milieu agricole français. Oui, mais moi je m'en remets aux actes. Je ne vais pas faire de procès d'intention parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais les actions que jusqu'à aujourd'hui le gouvernement a pris et le ministère de l'Agriculture a pris pour l'agriculture française ne sont pas bons. Aujourd'hui, on a 2 sujets d'actualité. C'est les zones défavorisées et il y a plusieurs centaines, voire des milliers de communes de France qui vont être déclassées. Et puis il y a aussi, pour les territoires d'élevage, les territoires en déprise, les surfaces de pâturage de ligneux. Et ça, d'un coup de trait de plume, ces surfaces-là sont supprimées et elles ne seront plus éligibles à la PAC. Et c'est des vraies catastrophes pour des exploitations. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et tout le monde est d'accord autour de la table pour dire ça, une exploitation agricole, c'est un tanker, c'est un pétrolier. On ne peut pas changer de cap du jour au lendemain, c'est pas un hors-bord. Donc quand on s'installe, et moi j'ai des exploitations en tête, des gens qui m'ont sollicité, l'année dernière, avec une règle du jeu, aujourd'hui la règle du jeu est radicalement changée. Et c'est une perte sèche de plusieurs milliers d'euros pour ces exploitations-là, sachant que, vous connaissez comme moi, le revenu moyen, c'est 300 et quelques euros par mois, donc immanquablement, on va au-delà du revenu, au-delà de ce que les exploitations... Voilà, c'est juste des exemples. Après, j'avais interpellé Stéphane Travert durant le PLF à propos du maintien des aides bio. Après, on est d'accord ou pas avec le bio, mais en attendant, celui qui a construit son projet avec ça, eh bien, il n'a plus cette aide au maintien. Donc c'est une catastrophe aussi. Donc c'est pour ça que moi, je veux bien tout écouter. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Attendons pour voir. Mais en tout cas, les décisions qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui sont une vraie catastrophe pour l'agriculture française. Daniel Grémillet, est-ce qu'on est à un moment charnière? On sait, il va y avoir une nouvelle réforme de la PAC également qui inquiète beaucoup les agriculteurs. On revoit la carte des zones défavorisées, on revoit tout ce dispositif d'aide. On est à un moment charnière et c'est peut-être ça l'inquiétude des agriculteurs. Vous avez complètement raison. On est à un moment charnière depuis que l'Europe existe.
qui est une belle aventure pour l'agriculture et pour le consommateur, pour le citoyen européen, parce que n'oublions pas que les paysans français et européens ont garanti l'alimentation dans l'assiette de chacun des concitoyens. Et effectivement, c'est la première fois, et 2018, les orientations prises notamment par la Commission. Donc la Commission, c'est facile de dire, mais c'est quand même les États qui décident. Donc n'oublions pas le rôle majeur de la France. C'est la première fois qu'effectivement l'Europe se désengage de tous les filets de sécurité. On l'a déjà connu sur l'embargo avec la Russie. Aujourd'hui, on a une situation dans le secteur de l'élevage, sur le secteur de laitier, qui va devenir explosive au niveau de l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, s'est retirée complètement de son rôle d'organisateur de filets de sécurité. Et parallèlement à ça, quand je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande a une feuille de route. Elle affiche clairement objectif 2025, plus 55% d'exportation de produits laitiers. Quand je prends l'Australie, avec qui on négocie un accord de libre-échange, les coûts, les charges pour un paysan, un éleveur en Nouvelle-Zélande et au niveau de l'Australie, c'est moins 70% par rapport à l'agriculture française. Donc on ne peut pas d'un côté dire on va être en situation de répondre aux attentes à la fois des citoyens, des consommateurs, et de dire aux agriculteurs de dire on va les rassurer, et puis concrètement de ne pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans le texte, sur le premier texte, à l'issue des États généraux de l'alimentation, moi je suis choqué. Alors il y a des points positifs. Il faut dire le positif. C'est sur, effectivement, une nouvelle organisation de relations entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Mais on ne parle pas des charges et des contraintes supplémentaires. Il y a 2 articles où on met des charges et des contraintes supplémentaires aux agriculteurs français qui n'ont rien d'européenne. Donc, là encore, on trompe quelque part le consommateur. Et bien sûr, on ment quelque part aussi aux agriculteurs français lorsqu'on dit on va vous mettre dans une situation plus favorable. Moi, je partage complètement votre propos sur le soutien à l'agriculture, l'annonce du soutien financier, de la relance de l'investissement chez les jeunes, elle est capitale. Le renouvellement de génération, il est majeur. C'est un enjeu majeur. Donc il faut les sécuriser, mais pour les sécuriser, il faut leur donner aussi une lisibilité sur les garanties dans lesquelles ils vont pouvoir évoluer économiquement. Christophe Robin, ce que vous demandez, c'est quoi? C'est un objectif à 2025, 2030 mais enfin, je veux dire, voilà, quand on s'installe, comme vous le disiez tout à l'heure, on veut que ce soit clair, on veut savoir où on va, on investit quand même. Enfin, je veux dire, voilà, les emprunts que j'ai auprès de la banque, c'est pas sur 5 ans, quoi. Enfin, on a un projet d'exploitation, on est comme tout le monde, on veut gagner de l'argent aussi, on a besoin que ce soit clair. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont pas neutres. Il y a cette politique agricole commune qui arrive. On a besoin qu'elle soit forte, qu'elle soit ambitieuse. C'est la force, c'est notre force, c'est le sujet européen qui a fonctionné jusqu'à présent. Et puis on a besoin que le président prenne des engagements forts par rapport au Mercosur. C'est un non-sens complet par rapport à ce qu'il a pu faire avec les EGA. Donc on ne peut pas dire, voilà, on veut de la qualité des circuits courts, favoriser le français, et puis dire de l'autre côté, venez, on va faire rentrer des produits de Sud d'Amérique. Donc, Olivier Allemand, le en même temps d'Emmanuel Macron, il ne marche pas forcément auprès des agriculteurs français. Mais en fait, le problème fondamental, il est là. C'est que ce soit sur le Mercosur, sur le zone défavorisée, ou même sur le plan loup cette semaine, en fait, ça a semé le doute dans toute la stratégie agricole d'Emmanuel Macron, qui finalement était assez claire dans son principe. Et les 3 premières décisions qui ont été mises sur la table cette semaine vont à l'encontre, en fait, de cette stratégie qu'il a d'ailleurs réaffirmée aujourd'hui. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut un cap stratégique filière par filière. Les agriculteurs le demandent, avec des plans de filière consolidés, c'est normal. Il a réaffirmé aujourd'hui qu'il fallait assurer une vraie gestion des risques dans la prochaine PAC, avec une fiscalité agricole qui soit définie. Tout le monde est d'accord. Sauf que les premières mesures qui ont été prises ou qui sont presque en mesure d'être annoncées vont à l'encontre de tout ce plan stratégique-là. Donc forcément, le doute, il s'installe à 2 jours du salon, et c'est pas ce qui est de meilleur augure, en tout cas, pour démarrer ce salon d'agriculture. On peut dire aussi que c'est assez habituel, une mobilisation des agriculteurs à la veille du salon. C'est aussi une manière de mettre la pression sur le gouvernement. Mais bien sûr, c'est stratégique. Et puis ça va continuer. C'est-à-dire que hier, il y avait 20 000 agriculteurs en France qui défilaient justement pour déjà mettre la pression. Aujourd'hui, il y a la séquence communication avec les 1000 GIA. Demain, je peux vous annoncer qu'il y a transhumance sur Paris. Il y aura des races anciennes qui vont défiler pour aussi mettre la pression. Et puis tout ceci va débuter samedi matin dans une ambiance de rapport de force. Mais c'est habituel. Christophe Robin, est-ce que vous vous sentez défendu, bien représenté par vos organisations syndicales? Le chef de l'État, il a dit, ils ont leur part de responsabilité. Est-ce que finalement, elles ne cherchent pas à conserver un pré carré?
Je pense que voilà, les choses ont évolué avec le temps. Il y a eu des sujets qui n'ont pas forcément été abordés comme il faut et comme il se devait. Peut-être que l'État n'a pas anticipé aussi pas tous ces changements qui sont en train d'arriver. Je pense que les syndicats travaillent pour nous. Enfin, je veux dire, on est là. Enfin, on défend le métier, on défend la profession, l'installation. Je pense que c'est un procès d'intention, quoi. Enfin, ouais. Il charge. Ouais, en tout cas, il faut faire évoluer, évidemment, comme l'évolution de la société le souhaite et le demande aussi. Mais vous évoluez aussi dans vos Mais l'un n'empêche pas l'autre, oui, complètement. Je veux dire, moi, depuis que je me suis installé, j'ai fait rentrer les GPS sur l'exploitation, on travaille avec les drones, on fait plein de choses. Donc, moi, on a toujours su faire évoluer nos systèmes, quoi. Ça me choque pas. Jean-Claude Tissot, comment on peut accompagner ces évolutions dont vient de nous parler Christophe Robin? Évolution technologique, les agriculteurs, ils ont besoin d'être de mieux en mieux formés, de mieux en mieux accompagnés. C'est quoi votre rôle, vous, d'élus, pour accompagner cette transition? Notre rôle d'élu, d'abord parlementaire, c'est de contrôler le gouvernement, justement, et de dénoncer quand ça ne va pas et de dire quand ça va bien. Entre autres, ce que je disais tout à l'heure, c'est que... il ne faut pas perdre de temps avec des annonces, des effets d'annonce, parce qu'on n'a plus le temps. Vraiment, la politique agricole va changer sous un an. Donc il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on arrive à travailler ensemble pour vraiment que la France arrive à tirer son épingle du jeu. Après, de quelle manière on peut les accompagner? Comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aussi un rôle d'élu local, c'est-à-dire de quelle manière on s'organise pour que le territoire soit irrigué d'agriculteurs. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un agriculteur, un actif, c'est 7 emplois à Mont-Aval. Et aujourd'hui, quand on voit les dizaines de milliers d'exploitations agricoles qui disparaissent chaque année, je vous y laisse compter le plan social que ça représente. Donc voilà, notre rôle à nous, c'est de donner les outils pour que les gens puissent vivre sur nos territoires. Parce qu'un agriculteur, comme je le disais, c'est aussi une école, c'est aussi un commerce, c'est aussi une coopérative qui vit. Donc voilà, nous, notre rôle d'élu national, c'est ça. C'est de comment on s'organise pour que, on puisse après conserver toutes ces exploitations agricoles, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Daniel Grémillet, sur cet aspect, ces agriculteurs, acteurs essentiels des territoires. Ici, on est au Sénat, la Chambre des territoires. Vous êtes leur défenseur? Complètement, je crois qu'il y a une chose essentielle dans notre pays et c'est une chance de la France. Et effectivement, on est à nouveau devant une page qui va se tourner, devant un nouveau chapitre qui va s'écrire. Et la France est une chance, et notamment avec l'évolution du changement climatique. Il faut qu'on soit audacieux. Je reprends encore l'exemple, parce que hier, pour la première fois, il s'est passé quelque chose de très important au Sénat. Pour la première fois, les parlementaires au Sénat ont débattu, avant que l'Europe n'ait donné son accord, sur l'état de la négociation entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça n'est jamais arrivé. Donc ça veut dire que de la part des pouvoirs publics, et notamment du gouvernement, du président de la République, il y a une responsabilité, parce qu'il va falloir bien prendre en compte les votes, et notamment la quasi-unanimité qui s'est exprimée hier au Sénat sur les conditions dans lesquelles on acceptera ou pas les échanges. En clair, on dit il y a des exigences françaises, il y a des exigences européennes en termes de normes, eh bien on va exiger que les produits qui viendront de l'extérieur obéissent aux mêmes règles, sinon c'est pas possible. Et puis le deuxième point, je voudrais souligner par rapport au rôle du Sénat, effectivement, nos territoires. Nos territoires et l'agriculture fait partie de ces secteurs d'activité qui sont l'élément, le poumon de l'activité, pas uniquement agricole et agroalimentaire, mais artisanale, tout ce qui se déroule derrière. Et je partage complètement le propos sur l'activité dans nos territoires, elle est stratégique. Et chaque fois qu'on maintient, chaque fois qu'un jeune s'installe, chaque fois qu'un agriculteur investit, c'est autant de raisons supplémentaires de prise en charge, non pas par la collectivité du coût de l'aménagement du territoire, mais par les acteurs du territoire, de cette diversité, de cette richesse. Donc il ne faut pas être dans la désespérance, il faut être dans l'envie, il faut être dans une ambition pour la France, une ambition pour l'Europe sur la politique agricole. Or, aujourd'hui, l'ambition, elle n'est pas clairement affichée. Moi, je prends l'exemple des États généraux que j'ai suivis sur leurs conclusions. Quand, entre le discours
de Rungis du président de la République et le discours sur l'Europe de la Sorbonne du président de la République, il y a quand même des choses qui ne vont pas ensemble. Donc moi j'attends de connaître effectivement cette lisibilité, parce que l'agriculture et nos territoires, ils ont surtout besoin de stabilité, de savoir où on va et effectivement d'avoir une certaine durabilité pour permettre à des jeunes qui ont envie de s'engager, et parce qu'on a quand même une belle chance au niveau de l'agriculture pour notre balance commerciale. Olivier Allemand, on entend de la part de l'opposition une petite musique, les territoires seraient maltraités, on a parlé cette semaine des gares, des écoles rurales. Le président, il doit donner des gages, là, au Salon de l'Agriculture, à ces territoires ruraux. Ah non mais clairement, et puis il y avait aussi la fronde avant le congrès des maires, justement aussi des élus ruraux qui se sentaient complètement déconsidérés. En fait, la France des territoires a besoin de considération, et tout ce qui ira dans le sens de considération, de cette considération-là, ira dans le bon sens. Et ça doit effectivement se transmettre par effectivement un certain nombre de choix d'investissement, parce que ces territoires en ont besoin. C'est vrai en agriculture, c'est vrai aussi au niveau des moyens de transport. Et il n'y a que par ce biais-là, en tout cas, qu'on pourra avoir une France à une seule vitesse et pas à deux. Voilà. Christophe Robin, ce discours, c'est un discours des politiques. Est-ce que vous ressentez ça, finalement, des territoires qui sont délaissés au profit des villes C'est comment dire, non, ça fait, on se sent écouté, on se sent entouré, ça fait plaisir. Je pense qu'on a tout à gagner. Enfin, je veux dire, on a une diversité telle en France et dans toutes nos régions que on a nécessité de faire ce qu'il faut pour la maintenir. On a besoin d'outils de production, on a besoin d'abattoirs, on a besoin de laiteries. Enfin voilà, si on veut vraiment mettre en place des outils de production et de proximité, de faire du local, du circuit court, il faut qu'on aille dans ces outils-là. Ouais. Jean-Claude Tissot, justement, on a entendu les circuits courts, tout ça. Il va falloir aussi diversifier chez les agriculteurs. C'est plus le modèle d'avant, une seule production. Il faut changer un petit peu de logiciel. Oui, mais justement, il y a une dynamique qui avait été enclenchée avec le gouvernement précédent, avec l'agroécologie que Stéphane Le Foll avait, sur lequel on avait beaucoup insisté là-dessus. Et c'est dommage que... alors je ne sais pas avec quel logiciel il fonctionne, Stéphane Travert, parce que moi je l'avais interpellé à plusieurs reprises. La majoration, par exemple, des 50 premiers hectares, bon, ben, paf, à la poubelle. Donc... on ne peut pas irriguer un territoire si on n'a pas de l'activité. Et sur nos territoires ruraux, principalement, c'est aussi une activité agricole. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a urgence pour vraiment prendre des bonnes décisions. Cette semaine, on a eu la carte des voies ferrées. C'est une vraie catastrophe pour nos territoires ruraux. Donc, comment on s'organise? Mais il faut faire attention aussi à ne pas opposer les territoires ruraux et les territoires urbains. Parce qu'on travaille aussi ensemble, on vit ensemble. Daniel Grémillet, opposer les territoires ruraux aux territoires urbains, c'est la stratégie de Laurent Wauquiez, votre chef de parti, aux Républicains. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense que jamais. D'abord, la France, elle a des racines rurales, donc ne les oublions pas, mais n'opposons pas la ruralité avec une forme d'urbanisation qui aujourd'hui continue de progresser. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a notre pays, il y a l'Europe, il y a un beau projet européen, et n'oublions pas que il y a une alerte, il y a un petit clignotant, il y a un carton jaune qui a été distribué avec le Brexit sur l'Europe. On est devant un rendez-vous. Et le rendez-vous, il y a des élections européennes bientôt. Le débat sur la politique agricole commune, qui devait normalement se conclure après les élections européennes, va être avant. Donc on voit bien une certaine précipitation. Et aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas de diviser, l'enjeu, il est de rassembler. Mais effectivement, on peut avoir l'impression que sur un certain nombre de choix politiques d'aménagement du territoire, y compris en termes économiques, qu'on a l'impression qu'en dehors des métropoles, il n'y a plus de France. Or, c'est pas ça. La France, c'est une toile d'araignée avec une répartition de complémentarité entre le petit village, le département, la région et les métropoles. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Un débat qui va se prolonger dès samedi avec la visite du chef de l'État au Salon de l'Agriculture. Public Sénat, toute la semaine, et dès samedi 13h, sera sur place pour vous raconter tous les événements qui ont lieu sur place et débattre de tous les enjeux du futur de l'agriculture française. On rejoint maintenant Quentin Calmet dans les tribunes de l'hémicycle, puisqu'une proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts sur les hauts fonctionnaires vient d'être discutée
au Sénat. Oui, en fait, il examine en ce moment même cette proposition de loi portée par les sénateurs RDSE. Une proposition de loi qui concerne effectivement spécifiquement les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les salariés de la fonction publique de catégorie A ou A+, et qui s'intéresse à la mobilité professionnelle de ces agents entre entreprises privées et publiques ou même au sein du secteur public. Car cette mobilité, eh bien, elle pose une question, elle ouvre le champ à des conflits d'intérêts définis comme une interférence entre intérêts publics et privés et qui sont aujourd'hui dans le viseur des radicaux de gauche. Écoutez Maryse Carrère, la sénatrice RDSE des Hautes-Pyrénées et auteure de cette PPL. Elle entend renforcer les outils de lutte contre ces conflits d'intérêts. En premier lieu, de renforcer le contrôle effectué par la commission de déontologie en modifiant la présidence afin de la prémunir contre les accusations de complaisance vis-à-vis de tel ou tel corps, mais également de rendre effective l'automaticité des contrôles des allers-retours effectués par certains hauts fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé. Et ce que l'on retient, Jérôme, de ces travaux, c'est un constat des parlementaires. Ils notent, je cite, une absence de données agrégées sur la mobilité des agents publics vers le secteur privé. Et la rapporteure de ce texte de souligner, cela rend difficile la définition d'outils pertinents et adaptés à la prévention des conflits d'intérêts. Merci beaucoup, Quentin. Édouard Philippe a dévoilé les choix du gouvernement en matière de calendrier du Grand Paris Express. L'objectif général de l'achèvement en 2030 est maintenu, mais certaines lignes doivent s'attendre à des retards conséquents pour privilégier celles qui sont essentielles au JO de 2024. Une économie de 10% est également réclamée. Nelson Guetten. Pour ce qu'il appelle le chantier du siècle, le Premier ministre a annoncé ce matin des retards importants sur certains tronçons du métro du Grand Paris. Et la vérité oblige à dire que le calendrier de mise en service des différents tronçons tel qu'il est connu actuellement ne correspond plus à la réalité. L'ensemble du projet devrait tout de même être achevé pour 2030 et en conférence de presse ce matin, la ministre des Transports Elisabeth Borne a détaillé un calendrier précis. Le prolongement de la ligne 14 et le tronc commun des lignes 16 et 17 devraient être prêts pour les Jeux Olympiques de 2024. Les lignes 17 et 18 devraient être mises en service en 2027, soit 3 ans après la date prévue initialement. Un retard que le sénateur du Val d'Oise a du mal à digérer. On nous dit que de toute façon, ce sera 2027. Mais je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que ce sont des raisons purement techniques ou bien est-ce que c'est un choix financier? Je rappelle d'ailleurs que ce n'est que l'Île-de-France qui paye ce projet, puisque c'est le contribuable individuel et les entreprises qui le financent pour la quasi-totalité. Concernant le budget, le Premier ministre veut réduire de 10% le coût global du chantier, soit 3,5 milliards d'euros. Pour donner une nouvelle impulsion au projet, le chef du gouvernement a enfin annoncé que le président de la Société du Grand Paris, Philippe Yvain, serait prochainement remplacé. Et pour prolonger ce sujet, on retrouve Saveria Rojek en salle des conférences. Saveria qui est avec Philippe Dominati, sénateur rattaché au groupe Les Républicains. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Anne Hidalgo l'a annoncé hier soir, elle va donc faire appel. La décision du tribunal administratif d'annuler la fermeture des voies sur berge. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord un problème de fond et de capacité à gérer une grande ville comme Paris. Parce qu'au-delà du sujet de la voie sur berge, ça fait le 5e avatar problématique pour la ville que subit en l'espace de quelques semaines Anne Hidalgo. Que ce soit le marché de Noël aux Champs-Élysées, la Grande Roue, le marché de la publicité de la ville avec des recettes qui vont être affectées pendant des années, les difficultés pour l'enterrement d'un académicien connu et internationalement reconnu, cette incapacité que dénonce le tribunal administratif sur la concertation, sur les procédures et sur la gestion d'un sujet, voilà, au-delà de la décision politique. Voilà, la justice estime que l'étude d'impact préalable comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances. J'ai oublié dans la liste les Vélib, qui marchaient bien et qui sont pour l'instant totalement détruits par l'incapacité de la mairie à avoir pris les précautions nécessaires sur le transfert du marché. Qu'en est-il du bilan de cette mesure? Il avait donné lieu à des controverses. Ben oui, parce qu'en réalité, on peut se poser la question de la piétonnisation. Toutes les villes, toutes les grandes villes ont procédé à un aménagement des rives du fleuve. Et ça, ce n'est pas anormal. Tout ce qu'on a demandé pour certains d'entre nous dans l'opposition, c'est qu'il y ait des mesures
pragmatique vis-à-vis des automobilistes, parce qu'une grande ville, une capitale, a besoin d'un outil de travail comme la voiture. Et il faut des possibilités de dérivation du flux automobile. Autre sujet majeur aujourd'hui pour les élus d'Île-de-France et les élus parisiens, le Grand Paris Express. Le gouvernement a rendu ses arbitrages, il revoit le calendrier du chantier et il demande une baisse des coûts de 10%. C'est malheureusement pas une surprise. N'importe quel gouvernement aurait fait probablement la même chose. Lorsque ce chantier a été lancé, on était un certain nombre d'élus à dénoncer, je dirais, le fait que bien souvent en matière de transport collectif en Île-de-France, où l'État décide de tout, à tout moment, on court sur la dette. Un chantier qui devait être programmé pour 25 milliards, l'État devait remettre 4 milliards normalement en capital, on ne les a jamais remis. La seule personne que l'on trouve pour financer ce genre de travaux, c'est le contribuable, et le contribuable parisien ou l'usager. Et en réalité, les transports ne marchent jamais mieux. Donc, en réalité, il y a une impasse financière depuis longtemps dans le cœur de l'agglomération et le Parisien paye beaucoup trop cher pour ses transports collectifs. Aujourd'hui, sur le Grand Paris, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de vision stratégique. Oui, bien sûr. Bien sûr que l'on doit rétablir et faire un autre projet. Le président de la République perd du temps. Je ne sais pas pourquoi. Il a été saisi à plusieurs reprises. On a annoncé à plusieurs reprises un projet, il y a des contre-projets, il y a très peu de concertation sur un sujet aussi essentiel. Et au Parlement, il n'y a pas un seul ministre comme interface pour nous répondre, nous, aux élus franciliens, sur le problème du Grand Paris. Pour l'instant, c'est le vide absolu. Très bien, le message est passé. Merci Philippe Dominati d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne journée. Le gouvernement a engagé ce matin l'évacuation des opposants au site d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Une décision de fermeté. Audrey Vuettaz. Le jour n'est pas encore levé, mais déjà, l'évacuation du Bois-le-Juc commence. 500 gendarmes pour déloger une quinzaine d'opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure. Avec des cabanes et des barricades, ils occupaient cette forêt depuis l'automne 2016. Le gouvernement utilise ici la manière forte et il se justifie. Comme à Notre-Dame-des-Landes, il ne veut plus voir en France de lieu de non-droit. Décision saluée par Franck Menonville, sénateur RDSE de la Meuse et soutien du gouvernement. On peut s'exprimer, il y a des débats publics, il y aura le temps du Parlement, le temps du débat public local, mais dans un cadre légal, législatif, réglementaire et non pas avec des exactions qui prennent la population et les acteurs en otage. Le sénateur et acteur local fait ici référence à des actions de sabotage régulièrement exercées par les opposants au projet. Lui se félicite de l'évacuation quand Benoît Hamon critique la manière. Fermement opposé à l'enfouissement de déchets nucléaires, il condamne surtout l'utilisation de la force. C'est la méthode de Gérard Collomb, on l'aurait écouté, il aurait fait la même chose à Notre-Dame-des-Landes, donc fort heureusement personne ne l'a écouté, donc il se rattrape sur Bure en quelque sorte, Gérard Collomb. La solution la préférable eût été le dialogue. Les zadistes quant à eux prévoient déjà de revenir sur le site. Ils appellent aussi les antinucléaires à des manifestations devant plusieurs préfectures de France. Le gouvernement passera-t-il par ordonnance pour réformer la SNCF ? L'option est envisagée, hors de question, prévient le président du Sénat Gérard Larcher, alors que l'exécutif, après un cycle de consultation, doit trancher lundi prochain sur le sujet. Avant d'en débattre avec mes invités, le résumé des faits par Jordan Klein. Contourner la procédure parlementaire pour gagner du temps. Après le Code du travail, les ordonnances pourraient être un scénario une nouvelle fois envisageable pour la réforme de la SNCF. Une option bien plus rapide qu'un projet de loi classique qui permettrait de court-circuiter un mouvement de grève dans la longueur. Et pour le justifier, le gouvernement invoquerait la date butoir imposée par Bruxelles sur la libéralisation du rail en décembre prochain. Sincèrement, je suis favorable à aller vite, parce que le gouvernement, on a un constat. Vous l'avez prouvé sur la réforme du travail, donc pourquoi ne pas faire la même chose? Et moi, je vous dis, je n'exclus rien. Ensuite, il y a un Premier ministre. Oui, non, mais d'accord, les décisions. Vous le savez, je vais attendre. Vous connaissez la décision. Mais non, parce que toute la semaine est en discussion avec les partenaires sociaux. Mais rassurez-vous, très vite. Très vite. Le Premier ministre s'exprimera sur ce sujet, donnera une méthode de travail et présentera le cadre avec lequel nous pourrons avancer. Mais n'ayons pas peur des ordonnances. Le gouvernement envisage tout de même que certaines propositions soient négociées directement au sein de l'entreprise. Mais au Sénat, une nouvelle utilisation des ordonnances ne passe pas. Ce matin, c'est Gérard Larcher qui s'insurge.
les ordonnances sont faites pour répondre à des situations particulières. Si le Parlement n'est pas sollicité pour débattre d'un sujet aussi important pour l'aménagement du territoire, il y aura un déni de respect de la démocratie parlementaire. Pour les syndicats, la crainte d'un passage en force est bel et bien réelle. Mais pour l'instant, le gouvernement botte en touche et renvoie aux annonces qu'il fera lundi prochain. Et on ouvre ce second débat de l'émission avec mes invités. Guillaume Gontard, sénateur écologiste de l'Isère, bienvenue sur le plateau. Fanny Arave, économiste spécialiste des transports et administratrice au nom de l'UNSA pour SNCF Réseau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et Jérôme Bignon, sénateur Les Indépendants de la Somme. Merci à vous d'être ici. Alors, la piste des ordonnances pour réformer la SNCF est avancée par l'exécutif, qui en tout cas entretient le flou. Fanny Arave, pour les syndicats, réformer par ordonnance la SNCF, c'est quoi votre avis sur la question ? Écoutez, moi, on considère que c'est une véritable confiscation du débat public, parce que c'est le transport public, comme son nom l'indique, c'est public et ça concerne les élus, donc c'est le rôle de discuter justement de ce qui est besoin pour la nation. Ça concerne également les usagers, les voyageurs, les contribuables, les associations d'usagers environnementales. Et je trouve de passer par les ordonnances, c'est faire fi tout un ensemble de considérations et d'une vraie réflexion qui n'a pas eu lieu lors des assises de la mobilité sur quel est notre niveau de besoin vital de transport pour notre pays et qu'est-ce qu'on est prêt à payer, à contribuer et à recevoir en qualité de service pour le transport public. Jérôme Bignon, si le gouvernement envisage les ordonnances, c'est pour aller plus vite. Il faut aller vite pour réformer la SNCF ? Moi, je prends le train pas mal. Et je pense qu'il y a urgence à réformer. Je vois la dette de la SNCF. Il y a urgence à trouver des solutions. On sait ce qu'il faut faire. Spinetta le dit, on peut en discuter, on peut préparer les ordonnances. Les ordonnances, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. On contourne pas la procédure législative, c'est prévu dans la Constitution. C'est pas une procédure d'exception. Le président Larcher, que j'aime beaucoup par ailleurs, me fait sourire. Il a soutenu un candidat aux élections présidentielles qui voulait tout changer par ordonnance. Et rien ne pouvait aller assez vite compte tenu du besoin qu'on avait de réformer. Puis maintenant, subitement, on a un sujet qui est devant nous, qui appelle urgence, qui a urgence pour le problème financier, problème de sécurité, problème de régularité, problème de modernisation, et on dit, bah non, finalement, c'est pas si pressé que ça, discutons. Non, on discute pas, on y va. Guillaume Gontard, le président du Sénat, Gérard Larcher, a parlé de déni de démocratie parlementaire. On a presque l'impression de vous entendre au moment de la loi travail. C'est exactement ça, je pense que... déjà, moi, je voudrais rappeler que j'entends qu'il y a urgence, bien sûr qu'il y a urgence, sauf que j'ai regardé le programme de M. Macron et il n'y avait pas de référence sur la SNCF et sur la réforme de la SNCF. Donc ça pose quand même un problème, parce que c'est vrai qu'on compare souvent les ordonnances sur la loi travail. On pouvait dire, même si j'étais pas d'accord, que en tout cas cette loi travail était annoncée dans le programme d'Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas là, quoi. Donc je pense que ce sujet n'est pas un petit sujet. Je pense que les ordonnances, même si encore une fois je ne suis pas d'accord sur des aspects techniques, ça pourrait se discuter. Mais là, on est loin d'être dans de l'aspect technique. Et je pense que ça demande vraiment un réel débat. Et on ne peut pas dessaisir le Parlement de ce débat. Fanny Arave, votre syndicat, l'UNSA, a été reçu cette semaine par la ministre des Transports. On vous a dit qu'il y aurait discussion ou ça va être le rapport Spinetta plein et entier qui va être imposé à la SNCF ? Au contraire, c'est bien là notre surprise. Le discours était plutôt ouvert, très à l'écoute de ce que nous avions proposé, ce que nous avions fait une contribution pour donc, le rapport Spinetta. Et donc nous avons partagé une analyse et des propositions que nous faisions. Quand nous avons bien sûr évidemment posé la question du calendrier et des procédures, la réponse a été certes quelque peu évasive, mais il n'y avait pas cette précipitation en passant par les ordonnances qui étaient clairement annoncées. Jérôme Bignon, une semaine de concertation avant de trancher lundi, c'est ça la méthode de l'exécutif ? Mais non, parce que les ordonnances, il faut qu'elles s'inscrivent dans le calendrier parlementaire. Les ordonnances sur le travail, ça a donné lieu à des dizaines d'heures de concertation entre la ministre du Travail et les syndicats. C'est quand ça a été prêt qu'on a rédigé les ordonnances. C'est le débat parlementaire qui a été moins long. La concertation avant, elle a eu lieu. D'ailleurs, personne ne s'en est jamais plaint. On peut parfaitement imaginer un temps de concertation et un temps pour légiférer. D'autant
que moi, je suis pas d'accord avec l'idée qu'on escamote les ordonnances. Elles sont rédigées, on participe à la rédaction, on voit la rédaction, on en discute, éventuellement on garde son pouvoir d'amendement sur l'habilitation. Donc il y a quand même, c'est un vrai débat parlementaire. Enfin, si ça a été fait à l'origine de la Ve République, enfin, je fais référence au droit constitutionnel et on manque pas de constitutionnalistes à viser dans cette maison, c'était bien pour résoudre des problèmes urgents. Si la SNCF n'est pas un problème urgent, il faut aller dire aux usagers et aux contribuables, finalement, c'est pas si urgent, on prend son temps, parce que on va passer, je ne sais plus le chiffre, mais il est effarant, de 40 milliards à 63 milliards de dettes en 2025. Prenons le temps de creuser le déficit. On a des accidents régulièrement, on a des trains qui arrivent à l'heure de temps en temps, mais la majorité arrive en retard. Enfin, et c'est pas de la faute des cheminots, c'est de la faute de l'état du réseau, de l'incurie de gouvernements successifs qui ont laissé s'aggraver une situation. Il est temps d'agir. Guillaume Gontard, une des inquiétudes principales, c'est les petites lignes ferroviaires qui sont menacées parce que pas assez rentables, pas assez utilisées. Ça, dans votre département, notamment, il y a des lignes qui pourraient être supprimées. Complètement. Moi, c'est vrai que j'ai été effaré quand j'ai découvert le rapport Spinetta, puisque c'est vrai que quand on regarde la carte qui est annoncée, je dirais, moi dans ma région, il y a plus de lignes, quoi. Alors je veux bien qu'on nous annonce que ça va être remplacé par des cars. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose, qu'on a quand même une infrastructure qui existe. Et puis moi, quand on me dit qu'elles sont pas assez fréquentées, déjà c'est pas vrai. Et puis je pense qu'il y a un service public à rendre et que pas assez fréquenté, ça veut dire quoi? Il y a quand même des gens qui vont travailler tous les matins et que il faut bien qu'ils aient un moyen de déplacement. Et puis surtout, cette fréquentation, effectivement, elle va avec une dégradation du service depuis un certain nombre d'années. Et donc, cette fréquentation, forcément, elle baisse, puisque quand le service baisse, forcément, on essaie de trouver d'autres moyens. Donc je pense que vraiment, enfin, le rapport Spinetta tel qu'il est, moi, il me fait vraiment très peur. Et c'est encore d'autant plus la raison sur le fait qu'il faut qu'il y ait un vrai débat sur cette question du transport et du ferroviaire en France. Fanny Arave, la SNCF, elle va être confrontée, dans tous les cas, à la concurrence. Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'adapte quand même très rapidement pour être prête à affronter cette concurrence? Vous savez, la concurrence, elle existe déjà, elle existe avec la route, elle existe avec l'aérien. Le fret est ouvert à la concurrence en ferroviaire depuis 2006. Ça aurait été peut-être utile qu'on fasse un REX, un petit peu un retour d'expérience sur le fret ferroviaire aujourd'hui qui ne se porte pas bien, que ce soit la SNCF, même ses filiales, ou les autres entreprises qui sont sur le marché. Donc, la concurrence, pourquoi pas? On n'est pas totalement dogmatique, sauf que là, on ne voit pas forcément quels vont être les avantages particuliers, à part d'être une structure plus agile, mais le réseau est ce qu'il est. La problématique, c'est le sous-investissement majeur depuis une trentaine d'années sur le réseau. Il y a un chiffre, en 2016, la France a investi 37 millions d'euros. Dans cette même période, l'Allemagne et l'Italie investissaient 2 fois plus, l'Autriche 5 fois plus, et la Suisse 10 fois plus. Jérôme Bignon, inquiétude dans les territoires. Vous appartenez au groupe républicain République et Territoire. Oui, je partage. L'ordonnance ne veut pas dire que les petites lignes vont être maintenues, ni qu'elles vont être supprimées. On peut les supprimer avec un débat qui dure 3 mois. Comme de toutes les façons, c'est la majorité de l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Si le gouvernement veut que les petites lignes soient supprimées et que sa majorité le soutient, je vois pas bien ce qu'on y fera. Donc on pourra râler plus longtemps, mais le résultat sera le même. C'est pas que je dise qu'il faille aller vite à tout prix, mais le problème c'est qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps parce qu'il est temps et de s'épuiser pendant des semaines pour discuter du maintien de telle ou telle ligne ou pour donner à chaque parlementaire l'occasion de défendre son bout de ligne, c'est pas ça qui résoudra le problème. Madame a raison en disant on a des problèmes qui sont graves, le fret, on a des problèmes qui sont graves, la territorialisation des lignes, et je partage le point de vue de mon collègue, parce que les gens des campagnes, les gens des zones reculées, ils ont besoin de pouvoir se déplacer. Nous, on a une ligne en ce moment qui est en grave danger. La SNCF n'a pas fait un sou de travaux dessus pendant 20 ans, et aujourd'hui, elle dit on a commencé par marcher à 60 à l'heure, maintenant on est à 35 à l'heure, puis bientôt on nous dit on le ferme. Ou elle dit si vous voulez à la région, prenez-le. Donc ça veut dire des impôts locaux. Donc ça, c'est un truc dont il faut qu'on débatte, mais qu'on le débatte on peut le débattre en 3 semaines. Les problèmes, ils sont sur la table, on les connaît. C'est pas encore un peu plus de temps, monsieur le bourreau. C'est ça que je crains un peu dans un débat parlementaire où chacun va s'épuiser et au bout, les gens seront encore plus épuisés et encore plus désespérés. Guillaume Gontard, l'exécutif dit que ce n'est pas nous, d'en haut, qu'allons décider de telle ou telle fermeture de ligne, ça va être aux élus locaux. Est-ce que c'est renvoyer la patate chaude aux élus ?
Je dirais que c'est un petit peu facile, parce que bien sûr que les élus vont devoir décider, mais encore une fois, avec quels moyens et de quelle manière. Donc là est quand même la question. Et je pense que l'État a quand même encore un rôle, et heureusement, à jouer sur ces lignes-là. Et moi, j'ai entendu beaucoup parler de transport du quotidien. Là, on est vraiment dans le transport du quotidien. Donc là, il y a vraiment à réfléchir de ce côté-là. Après, il y a une obligation d'ouverture à la concurrence. Par contre, il n'y a pas d'obligation de privatiser. Donc je pense que c'est bien deux choses complètement différentes. Et là, quand on lit le rapport Spinetta, on se dirige quand même tout droit vers une privatisation. Donc moi, c'est ce qui me fait peur, parce qu'on a un exemple quand même assez récent, je dirais. Guillaume Pépi dit même pas en rêve, la privatisation. Oui, sauf que il suffit de lire. Moi, il me semble que c'est assez clair. Et quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, et du coup la marche arrière qu'ils sont obligés de faire, et puis surtout le résultat qui est quand même catastrophique en Angleterre, je pense que ça demande quand même plus que 15 jours de débat, quoi. Mais voilà. Fanny Arav, une des autres pistes du rapport Spinetta, c'est la fin du statut des cheminots, un sujet brûlant, et on imagine que vos forces à l'UNSA sont particulièrement mobilisées sur le sujet. Oui, bien sûr, on a des attaques terribles contre le cheminot. En ce moment, nos collègues vivent des moments difficiles. Ils sont accusés de 1000 maux et d'être à eux tout seuls la cause de tous les maux du ferroviaire. C'est un petit peu lourd à porter. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les avantages du statut. Il faut se rappeler que c'est une contrepartie qui s'est inscrite dans l'histoire par rapport à des obligations de service. On travaille toute l'année, le dimanche, le samedi, avec des horaires décalés, de nuit. Et donc, il y a une contrepartie qui s'est faite, mais surtout, c'est construire une culture d'entreprise, un esprit de corps, parler le même langage, ce qui est indispensable en termes de sécurité, avoir effectivement des usages, des habitudes, des formations qui soient très précises, une véritable transmission intergénérationnelle. Et à l'heure où on parle tellement de valeurs au travail, de collaboratif, mais le statut est un levier, justement, de valeurs de travail. Les gens savent pourquoi ils sont là, ils font du ferroviaire, mais ils servent quelque chose d'autre. Et c'est ce petit supplément d'âme du ferroviaire qui est également là, du service public, qui est à travers ce statut, et d'un esprit de solidarité. On le voit encore récemment avec les événements neigeux, où tous les cheminots, même ceux qui n'étaient pas d'astreinte, sont volontairement portés présents pour aider leurs collègues. Et si certaines lignes sont confiées à la concurrence, les personnels aussi seront transférés à ces nouvelles sociétés qui remporteraient les appels d'offres? Alors c'est tout l'enjeu des discussions qui sont en cours, parce qu'aujourd'hui le statut ne vit que par l'entreprise et le SNCF. On peut envisager qu'il puisse vivre ailleurs. C'est ce qui s'est passé donc pour le statut dit des EUG, donc les industries énergétiques et gazières. Donc, où on a des personnes qui sont à ce statut-là, à ce titre-là, dans d'autres entreprises privées comme Total ou ailleurs. Donc, on peut envisager effectivement une extension du statut dans d'autres entreprises. Il y aura un transfert de personnel. Les modalités sont en cours de négociation, des discussions en ce moment. Je pense qu'il faut une part équilibrée entre une possibilité, effectivement, aux cheminots d'être un peu décisionnaire de son choix de vie, de voir son parcours, de leur attachement à l'entreprise, de la SNCF, au bassin local aussi, parce qu'ils ont leur vie, ils sont très territorialisés, ils sont très impliqués, notamment dans les associations ou autres, et ils représentent un certain nombre d'emplois également, et de voir aussi dans les conditions de transfert, quelle peut être la continuité des parcours et des enseignements, et puis envisager que peut-être il y aura un retour, parce que là, une ouverture à la concurrence, la SNCF va bien évidemment perdre des marchés, parce que c'est fait pour, mais on peut peut-être qu'envisager que dans quelques années, il y aura, lors de nouvelles appels d'offres, un retour également autour de la SNCF. Donc il faut savoir penser ce transfert-là, non pas dans la précipitation d'une ouverture à la concurrence, mais sur un cheminement long qui est d'une carrière de la communauté ferroviaire en son entier. Jérôme Bignon, si Gérard Larcher s'oppose aux ordonnances, c'est quoi? Il engage le bras de fer avec l'exécutif sur ce dossier? Non, il joue son rôle de président du Sénat, ça, je ne peux pas lui en vouloir. C'est son sentiment, c'est son appréciation. Il est le président du Sénat, il donne son point de vue au gouvernement. Je ne vois pas comment il peut faire un bras de fer, puisque c'est le gouvernement qui décide de toutes les façons. Mais qu'est-ce qui le pousse à engager ce combat? Parce que peut-être qu'en conscience, il a sa liberté d'exprimer l'idée que c'est un débat qui est important, sur lequel il faut débattre, parce que peut-être aussi il y a une espèce de pression indirecte qui s'exerce sur le fait que les discussions de ce type, qui font renvoi à un passé, une histoire, sont plus difficiles à mener dans notre pays, qu'on n'a peut-être pas encore assez de maturité pour régler ces questions-là dans un débat serein, qui soit un débat parlementaire ouvert où on puisse parler, qu'il faut qu'on puisse
pas donner l'impression qu'on échappe à quelque chose qui est inéluctable et il faille parler. Je pense que c'est de cet ordre-là, c'est plus politique au sens de l'ouverture, de l'écoute, et ça c'est son rôle de président du Sénat. Moi je suis peut-être aussi plus dans l'impatience de voir les choses avancer et que je me dis que ça ne me paraît pas dramatique pour la société française d'imaginer de discuter rapidement de ces choses, enfin rapidement, à fond, mais avec des méthodes rapides pour le faire. Guillaume Gontard, Gérard Larcher, ça va être votre allié contre cette réforme. Vous n'avez peut-être pas la même vision de l'avenir de la SNCF. On n'est que 10 dans mon groupe, alors. Guillaume Gontard. Et je ne sais pas si Gérard Larcher sera mon allié ou si on sera allié dans ce... Mais en tout cas, sur ce point-là, effectivement, je partage le fait qu'on ne peut pas avancer comme ça. Il y a eu la même chose au Japon, quand ils ont réformé leur système ferroviaire. Le gouvernement japonais avait voulu passer en force comme ça. Ça a été une catastrophe, avec les syndicats, avec même la population qui ne comprenait pas. Ils ont été obligés de revenir en arrière et de prendre le temps de la discussion, de la concertation et de passer par le Parlement. Donc je pense qu'on ne peut pas se couper du Parlement et ça me paraît logique que Gérard Larcher, président du Sénat, s'implique comme ça sur ce sujet. Je pense que le président de l'Assemblée nationale devrait en faire autant parce que je dirais qu'on est quand même face à une dérive en voulant un petit peu comme ça court-circuiter le Parlement. Fanny Arabe, Gérard Larcher, ça a toujours été un partisan du dialogue social. Il a été ministre du Travail. Et il croit en la concertation. Vous avez l'impression que le gouvernement actuel, ce n'est pas vraiment le cas ? Effectivement, on peut avoir un peu l'impression de vouloir hâter notamment les corps intermédiaires qui souffrent un petit peu à l'heure actuelle d'une écoute. Je crois qu'on le voit un peu pour tous les corps intermédiaires et dans tous les secteurs. Et une certaine forme de confiscation du débat, là aussi, non sans gouvernement, mais par la théorie des grands experts technocrates. On le voit derrière le débat Spinetta, où on se dit que finalement les seuls à même de savoir si une petite ligne est rentable ou pas seront en chambre quelques experts économistes, socio-économistes. Alors en tant qu'économiste et socio-économiste, je dis mais c'est une affaire bien trop sérieuse pour être confiée qu'à une petite troupe d'économistes. Voilà, le débat ne doit pas être confisqué par un débat d'experts sur quelques taux de coefficients d'un barème des effets externes. Voilà, c'est quelque chose de très technique et qui échappe au plus grand nombre. Et c'est dommage. La Poste a contractualisé avec l'État un véritable contrat d'obligation de service public où sont définis un niveau de service minimal, des prix également qui sont assurés. Je pense qu'on devrait peut-être s'en inspirer pour définir c'est quoi un niveau de service minimal dans le transport, à quel prix, à quel titre, parce que on voit qu'il y a des équilibrages très, très fragiles pour un grand nombre de populations entre habitants, entre le logement et le transport. Cela participe de la cohésion sociale, de la mixité aussi, c'est un dernier milieu de mixité. Et alors même qu'on a une volonté de concentrer tous les services administratifs dans certaines villes, il faut pouvoir assurer au minimum le déplacement vers ces services concentrés. Jérôme Bignon, vous abandonnez votre pouvoir de parlementaire aux technocrates. À quel moment? J'aimerais savoir, malheureusement je n'ai pas eu le temps de préparer suffisamment, mais j'aurais bien aimé savoir combien d'heures on a passé sur les lois sociales qu'on a votées, qui ont été votées par ordonnance, combien d'heures a passé la ministre du Travail en concertation. Mais vous dites le rapport Spinetta, ça y est, on a la solution sous la main. Le rapport Spinetta, c'est un rapport qui a été commandé, le gouvernement ne va pas prendre le rapport Spinetta en disant article 1, premier paragraphe du rapport Spinetta, article 2, deuxième paragraphe du rapport Spinetta. Ce sont des éléments d'information que Spinetta met sur la table pour aider le gouvernement dans sa réflexion, mais après, c'est la liberté du gouvernement de décider collégialement, puis le président de la République et avec le Premier ministre. J'ai l'impression qu'on méconnaît la façon dont les choses se passent. Il n'y a pas un gars tout seul dans un coin qui écrit une loi. Mais sur la loi travail, ça avait été annoncé pendant la campagne par Emmanuel Macron, donc il a dit « je ferai comme ça », il l'a fait. Sur la SNCF... Peut-être que la SNCF, monsieur Macron n'avait pas la connaissance fine qu'il a aujourd'hui de la situation de la SNCF, de son endettement, des difficultés quotidiennes que rencontrent les milliers d'usagers qui Moi, je passe... L'autre jour, je rentre dans un wagon, la porte ne fermait plus du wagon, donc on était dehors. La porte qui allait vers le wagon d'à côté.
Et le monsieur m'a dit, mais non, le contrôleur qui est passé m'a dit, non, on la réparera plus parce que dans 18 mois, on va changer de rame. Alors je dis, c'est une excellente nouvelle, effectivement. Mais moi, quand je fais du Paris-Amiens, Amiens-Paris plusieurs fois par semaine, j'ai cette porte ouverte à chaque fois. Donc je vais changer de wagon, j'irai me mettre ailleurs dans le train, mais dans le wagon où j'étais, je confesse qu'il était un wagon de première classe, puisque le Sénat nous offre des voyages en première classe, eh bien, je ne peux plus y rester parce que la porte ne ferme plus et qu'on la réparera pas. Bon, je trouve que au XXIe siècle, c'est un peu bizarre comme réaction par rapport à l'usager de type, me dire, bah oui, c'est désolant, mais on n'a qu'à vider le wagon, puis vous irez dans les autres. Voilà. Guillaume Gontard, vous partagez au moins le constat qu'il faut faire quelque chose pour la SNCF. Est-ce que on a entendu... Là-dessus, c'est évident. Je pense que personne peut dire le contraire. Qu'il y ait des soucis, moi, si on reparle, reparle des petites lignes, comme je vous dis, la dégradation qu'il y a, la suppression de trains, etc., et même dans les grandes lignes. Donc ça, c'est incontestable. Après, c'est la méthode qu'on met en place pour je dirais, réparer ces erreurs et surtout sur cet non-investissement qu'il y a eu pendant X années. Et donc ça c'est sûr, parce qu'on parlait tout à l'heure des salariés. Je pense que c'est facile de pointer du doigt les salariés, mais si on ne leur donne pas les moyens de travailler, le moyen d'entretenir le réseau, je veux dire, ils font avec ce qu'ils peuvent, quoi. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. Je ne suis pas sûr, avec ce que j'ai vu dans le rapport Spinetta, et de se diriger comme ça vers les privatisations, et on a quand même pas mal d'exemples sur d'autres pays, que ça soit réellement la solution. Fanny Araf, si le gouvernement passe par les ordonnances, s'il engage le bras de fer, est-ce que vous êtes prêtes, vous, les organisations syndicales, au bras de fer? Il y a déjà une journée de mobilisation qui est prévue. Oui, la journée du 22 mars. Alors donc il y a une interfédérale qui a lieu à 17h, donc je ne peux pas présager à l'avance de qu'il en sortira, mais bien sûr qu'il y aura un engagement syndical. Mais je pense que le cœur du sujet, outre uniquement de l'engagement syndical pour la SNCF et le statut, c'est surtout qu'est-ce que l'on veut comme transport public. Oui, mais est-ce qu'Emmanuel Macron ne joue pas finalement l'opinion contre les syndicats qui bloqueraient... Bien sûr qu'on a bien vu le piège. On sent bien qu'il y a un petit côté tableau de chasse. Offrons-nous le statut cheminot, si on nous fera un boulevard pour tous les autres statuts ensuite. Alors, il y a un petit peu ce côté-là. Il y a effectivement, suite à des incidents, effectivement, il y a des problématiques de transport. Monsieur le disait, les cheminots ne sont pas ravis de vivre dans des difficultés, de venir au milieu de la nuit parce qu'il y a des réparations à faire. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat. On passe maintenant à un autre sujet, la mission d'information sénatoriale sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs poursuit son cycle d'audition, et notamment ce matin. Et à l'époque, nous avions suivi un déplacement de cette mission à Châtellerault, dans la Vienne, deuxième ville la plus désertifiée de France. Un reportage de Cécile Sixou. Ils ont mis Châtellerault. Des devantures vides, à son arrivée à Châtellerault, Martial Bourquin découvre une ville sinistrée. Dans cette commune de 30 000 habitants, 25% des locaux commerciaux sont vacants. Châtellerault est, après Béziers, la seconde ville la plus désertifiée en France. L'adjointe au maire explique aux sénateurs comment elle a réussi à retenir cette enseigne. Il nous a annoncé qu'ils étaient en train de réfléchir pour quitter la ville. Donc tout de suite, on a cherché à les rencontrer en leur expliquant toute notre politique générale sur la ville. Et puis, ils sont toujours là. Revitaliser le centre-ville est un des axes du mandat de Jean-Pierre Ablin, le maire. Les sénateurs sont venus écouter les initiatives mises en place ici. Si il y a vraiment des cellules vides très dégradées qui ne trouvent pas preneur et qu'on a une possibilité de transformation en habitat de qualité, parce que ce sont de très belles maisons 19e avec des cours derrière, avec des petits jardins derrière, et ben pourquoi pas. Les pistes, c'est essentiellement dans un premier temps arriver à avoir un périmètre de centre-ville qui soit officiel. Et dans ce périmètre-là, comme dans les quartiers en difficulté, on réhabilite. La ville s'est dotée d'un manager de commerce. Elle a également fait des efforts de gratuité des parkings et compte instaurer une taxe sur les locaux vides. On voulait non seulement voir ce qu'ils avaient fait, mais aussi qu'ils nous disent ce qu'ils attendaient du législateur pour voir comment on pouvait faire un moratoire, par exemple, arrêter cette expansion croissante de surface commerciale en périphérie, voir si la fiscalité était aussi quelque chose sur lequel on pouvait jouer.
Les sénateurs devraient remettre un rapport au président de la République au printemps prochain, au moment de la 3e conférence des territoires. La mission sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, c'est l'objet de notre face-à-face du jour avec Rémi Pointreau. Bonjour Rémi Pointreau. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Cher, questeur du Sénat et co-rapporteur de cette mission sénatoriale sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. On a vu dans le sujet de Cécile Cixous que vous vous êtes déplacé, que vous travaillez sur finalement comment accompagner ces villes pour qu'elles se redynamisent. Expliquez-nous un peu. Alors c'est vrai que le Sénat, représentant des territoires, a été pionnier dans cette démarche et de prise de conscience. De voir la dévitalisation de nos territoires et surtout de nos centres-villes et de nos centres-bourgs. Et on a pris le projet à bras-le-corps sous la houlette du président du Sénat, Gérard Larcher, qui nous a missionnés avec Martial Bourquin, donc une mission transpartisane, pour étudier comment faire pour revitaliser nos centres-villes, réanimer les cœurs de ville et les cœurs de bourg également. C'est l'objectif aussi, que ça soit sur tout le territoire et que personne ne soit oublié. Il y a des solutions sur le terrain. À Châtellerault, il y a un manager de centre-ville qui a été recruté. Il y a plein de pistes finalement pour redévelopper ces cœurs de ville ou de bourg. Alors effectivement, il y a beaucoup de pistes parce qu'on va faire une douzaine d'auditions. On en est à 6 aujourd'hui, on a fait la 6e tout à l'heure. On a encore 5-6 auditions à faire et on a commencé à voir un petit peu quelques pistes d'orientation. D'abord, il faut repeupler les centres-villes, parce que nos centres-villes se dépeuplent, perdent des habitants. Et l'objectif, c'est de faire des opérations urbaines en centre-ville pour repeupler nos centres-villes. Et sur ce point-là, il faut accompagner les villes, finalement, de faire des dispositifs fiscaux. C'est quoi les outils ? L'objectif, deuxième point, c'est la régulation entre la périphérie et les centres-villes. Comment faire pour arrêter cette frénésie de surface commerciale dans des départements qui se dépeuplent, où le pouvoir d'achat est en diminution, où on a 30% de surface commerciale en trop parfois. Donc il faut qu'on ait une régulation par un moratoire peut-être momentané, local ou national, pour se poser un petit peu, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et puis la troisième solution aussi, enfin une des solutions, c'est la fiscalité. Comment faire pour que le coût en centre-ville soit moins cher que ce qui se fait en périphérie. Le coût en périphérie est deux fois moins cher que ce qui se passe en centre-ville, avec les problèmes de normes, d'accessibilité, de coût du mètre carré, de rénovation. Donc il faut qu'on essaie de trouver une fiscalité plus équitable, par un système parfois de zones franches sur certaines zones du centre-ville, et par d'autres biais. Le e-commerce pourrait participer, par exemple, à cette fiscalité pour financer nos centres-villes. On a entendu, c'est sur toute une palette de solutions que vous travaillez. Vous dites qu'il y a trop de centres commerciaux en périphérie qui, finalement, contribuent à dépeupler les centres-villes. Et là, c'est aussi les élus qui ont leur part de responsabilité, parce que c'est eux qui ont signé les autorisations. Je crois que tout le monde a une part de responsabilité. Les élus, certainement, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises dans les CDAC, mais les consommateurs aussi, parce que les consommateurs font leurs emplettes un peu différemment. Donc on commerce différemment, parce que nos concitoyens veulent aller au plus près du commerce, avoir un parking en proximité, veulent se déplacer de moins en moins à pied. Et donc il y a un changement de mentalité, de comportement des consommateurs, avec le e-commerce aussi qui s'est mis en place, les fameuses GAFA qui aujourd'hui sont à peu près à 14% de la masse du commerce au niveau national. Donc tout ça fait que ça a désertifié nos centres-villes, et les solutions qu'on propose se mettent en place progressivement au fur et à mesure de nos auditions. Vous avez pu constater dans vos auditions, vos déplacements, qu'il y avait vraiment un risque finalement que des centres-bourgs meurent suite à la fermeture des commerces. C'est souvent le dernier lien qui unit la population. C'est le cas dans nos centres-bourgs.
Parce que, bon, là, ce que met en place M. Mézard, notre ministre de la Cohésion... On va parler du plan du gouvernement. C'est une bonne idée, mais ne traite pas l'ensemble des villes. Nous, on parle des centres-bourgs, c'est des pôles de centralité de 3, 4 000, 5 000 habitants, et puis des centres-villes aussi, de moyennes villes, dans des territoires ruraux, mais aussi parfois à proximité de métropole, parce que tous ces centres-villes sont parfois touchés, quelle que soit la situation sur le territoire national. Donc nous, on veut que l'ensemble du territoire soit couvert et non pas des mesures ponctuelles qui ne vont pas résoudre la situation. Vous évoquez justement les propositions de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires. Vous dites qu'il s'occupe que des grands centres-villes ? Alors non, l'action cœur de ville, ça part d'un bon sentiment. Mais ça s'adresse plutôt aux villes au moins de 20 000 habitants, d'après ce que j'ai compris, premièrement. Et deuxièmement, va traiter à peu près une vingtaine de projets par an. Or, aujourd'hui, la situation elle est tellement critique qu'on est à 600 villes qui sont en voie de dévitalisation au niveau national. Ça veut dire qu'il va falloir 30 années pour résoudre la problématique de dévitalisation de nos centres-villes. Vous dites si on ne fait rien tout de suite... Il faut qu'on agisse tout de suite. Et la proposition de loi que nous allons mettre en place tout à fait début avril, je dois vous dire, elle va décoiffer. Parce qu'il faut qu'elle trouve... C'est un plan Marshall qu'on veut mettre en place. Vous dites... Pour agir tout de suite. Vous dites, Jacques Mézard, il va falloir faire beaucoup plus, le gouvernement devra s'engager beaucoup plus. Il faut qu'on s'engage beaucoup plus. Qu'on mette des moyens financiers à la hauteur de l'enjeu. Je pense que c'est indispensable si on veut sauver nos centres-villes, parce qu'il sera trop tard, dans 4 ou 5 ans, il sera trop tard. On le voit dans l'actualité, le milieu rural est très concerné. On parle de la fermeture d'écoles, on parle de la fermeture de petites gares, de petites lignes SNCF. Votre rapport, il touche aussi, c'est un tout, la ruralité. Si on retire tout ça, c'est des centres-villes. C'est un tout. C'est un tout parce qu'on voit bien, même dans nos centres-villes, les services publics quittent les centres-villes pour aller en périphérie. Même l'État ne montre pas l'exemple. Parfois, même nos collectivités territoriales ne montrent pas l'exemple parce qu'elles quittent le centre-ville pour aller se mettre en périphérie de nos villes. Donc c'est des consommateurs en moins pour le centre-ville. Donc il y a vraiment urgence sur ce projet pour réanimer nos cœurs de ville et nos cœurs de bourg. Il faut agir très très vite. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par l'exécutif ? Chez les Républicains, on entend parfois que le président de la République, il s'intéresse qu'aux grandes villes, qu'il y a une fracture entre les territoires et qu'on délaisserait le milieu rural. Moi, je suis de cet avis-là. Effectivement, on voit qu'on en fait beaucoup pour les métropoles et que la ruralité est un petit peu mise à l'écart. C'est un peu une France à deux vitesses qu'on est en train de faire et dont la fracture va s'accentuer. Et ce sentiment d'abandon qui existe déjà depuis quelques années, qui s'est mis en place, eh bien, il prospère. Et derrière ça, c'est le vote qu'il y a derrière, le vote des extrêmes qui va derrière. Donc, c'est pas... aujourd'hui, c'est une situation qu'il faut maîtriser. Et ce sentiment d'abandon, il faut vraiment faire en sorte que ça soit un sentiment de reconnaissance des territoires ruraux. Merci beaucoup Rémy Pointreau d'avoir été notre invité pour évoquer votre mission sénatoriale sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. C'est désormais la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, ne manquez pas On va plus loin, présenté par Delphine Girard. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.